En fait, j'ai subi une tentative d'empoisonnement très lourde. J'ai dit à mon Dieu, écoute, si je sors vivante d'ici, je te promets d'exploiter les talents que tu m'as donnés. Il faut tenir compte d'une culture qui est très versée dans l'occulte. Ce que je vais te dire va choquer, mais ça va choquer ceux qui savent au fond que c'est vrai. Est-ce que tu veux regretter comme les autres? Je suis entrée dans le monde de la mode, mais vraiment avec fracas. La demande a été phénoménale, mais d'une capitale particulière dans le monde, c'est Londres. J'ai eu des anciens collaborateurs qui ont été financés en griffe pour donner des retours sur l'organisation interne de l'entreprise. Et quand les gens veulent vous ramener dans des cases, ils peuvent le faire très violemment dans le milieu francophone. Il n'y a aucun chemin, aucun choix dans cette vie qui n'a pas d'opposition. Si tu commences à avoir conscience que tu es le plus intelligent d'une pièce, change de pièce. Tout de suite. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode de notre podcast Talk Rock. Nous recevons aujourd'hui une entrepreneure créative et audacieuse, une pionnière qui bouscule les codes et exprime ses talents de mille manières. Sarah Kodjo, qui est notre invitée du jour, est l'incarnation même de ce qu'est une personne multipotentielle. Après avoir obtenu une licence en finance et un master en audit et contrôle de gestion au Sénégal, elle a décidé de suivre sa passion. Fondatrice de Pearlicious, une marque de création de mode, promotrice de Ice London Coffee and Chocolate, Sarah jouit d'une réputation internationale et inspire de nombreux entrepreneurs. Nous allons donc explorer son parcours extraordinaire et je peux vous garantir qu'à la fin de ce podcast, le rock qui est en vous sera totalement réveillé. C'est parti. Bonjour Sarah. Bonjour Régis. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va super. Je suis en pleine forme et je suis très content de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui autour de ton parcours. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Vous ne le savez peut-être pas, mais Sarah et moi, on se connaît depuis très longtemps. Maternelle. Depuis la maternelle, c'est ça. Mais on ne savait pas que nos chemins se recroiseraient dans le monde de l'entrepreneuriat. Et après de longues années, on s'est perdu de vue. Chacun allait faire ses études à droite et à gauche. On s'est recroisés donc sur le chemin du hustle, comme on dit. C'est ça. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on explore ton parcours qui est très inspirant. Moi, je suis très admiratif de ce que tu accomplis depuis de nombreuses années. Merci beaucoup. Et je pense que ça va être utile pour d'autres personnes de comprendre un petit peu ton parcours, de saisir ce qui te motive, ce qui t'anime et pourquoi aussi tu fais certains choix. Parce que tu es une multipotentielle, on va en parler, ce n'est pas toujours quelque chose qui est très bien compris dans nos environnements. Pour commencer, je voudrais déjà que l'on puisse situer un peu les choses. Tu as suivi un parcours académique en finance, contrôle de gestion, qui te prédestinait à un avenir brillant dans le monde corporatif, mais toi, tu as préféré briller ailleurs, avec les bijoux, les accessoires, tout ce qu'il y a dans la mode, les strass, les paillettes, et ce côté créatif que tu as voulu exprimer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a poussé à décider, un beau jour, en fait, de virer complètement? Parce que je crois savoir qu'après ton diplôme, tu as commencé à travailler dans une entreprise. J'ai travaillé. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai travaillé longtemps. Enfin, longtemps. Okay. C'est relatif, mais j'ai travaillé dans plusieurs capitales africaines. Et j'ai eu la chance, en fait, pendant mon parcours corporatif, de travailler dans différents types d'entreprises. D'accord. Donc, j'ai travaillé dans le domaine du pétrole. J'ai travaillé dans le domaine des télécoms. Okay. J'ai travaillé dans la mode. J'ai travaillé dans plusieurs domaines. Et en fait, tout en utilisant mes acquis académiques, en les pratiquant au jour le jour, le fait que j'ai pu toucher à ces différents secteurs a développé aussi mon côté créatif. Je m'explique. La façon dont vous faites de la finance, par exemple, en cabinet d'expertise, la façon dont vous faites du contrôle de gestion dans une banque,
quel que soit le département de la banque. Ce n'est pas la même façon de faire du contrôle de gestion ou de l'évaluation financière, par exemple, dans le domaine du pétrole. Okay. Le domaine du pétrole, c'est très vaste. Les industries pétrolières, c'est très vaste et c'est très complexe. C'est complexe, non? C'est ça. Ah, j'imagine. Et j'ai travaillé aussi dans une industrie agroalimentaire. Okay. Donc, le fait d'avoir eu cette opportunité, c'est vraiment un privilège d'avoir pu traverser tous ces différents types d'entreprises, tous ces différents types d'industries. Ça m'a permis de pratiquer, mais de développer de la créativité dans la productivité, Okay. mais aussi une certaine résilience. Parce que quand vous passez d'un domaine à un autre, vous avez énormément de difficultés, que ce soit rien que pour s'adapter au code de cette nouvelle industrie. Ouais. Vous devez apprendre, vous devez être ouvert d'abord, ouvert d'esprit, vous devez apprendre et vous devez apprendre vite pour faire votre place dans l'équipe. Donc voilà, j'ai commencé par ça, donc j'ai travaillé dans ces différentes industries tout en gardant ma passion, parce que ma passion depuis enfance, ça a toujours été le dessin. D'accord, donc ça, je voulais bien dessiner. comprendre. D'accord, ça, je savais pas. Si, j'aimais beaucoup dessiner. J'avais des cahiers de dessin et je volais les feuilles de mon père, les papiers A4 ouais, bien sûr. pour faire des dessins et tout. Et c'est aussi l'une des passions de mon frère. Ok, le dessin aussi? Oui, aujourd'hui, il dessine des routes et des tronçons du circuit ferroviaire. D'accord, donc globalement, c'est une famille d'artistes quand même. C'est ça. Mais en même temps d'intellectuels, parce que les parents étant dans le milieu de l'éducation, ils ont toujours joué sur ça, sur l'équilibre. Il faut être bon à l'école, mais il faut aussi savoir faire quelque chose de ses mains. Et c'était considéré, le dessin et la peinture étaient considérés comme des hobbies. Se sont rajoutés la couture et la broderie, parce que moi j'ai fait un cursus très religieux, donc la notion de couture, de broderie, de cuisine. Oui, à l'école, il y avait même des cours de couture, je pense, dans les écoles. Il y avait des cours de couture. Il y avait aussi, beaucoup plus loin, donc à partir de la classe de 3e, il y avait les cours de théâtre. Et moi, j'ai toujours aimé le théâtre. D'ailleurs, toi et moi, on a joué dans une pièce de théâtre à la fin de la maternelle. Bien sûr, c'est vrai. Et j'ai d'ailleurs une photo que j'ai retrouvée dans les effets gardés, les trésors que les parents gardent. Et je suis habillé en docteur. C'est ça, tu étais le docteur et j'étais la maman. Exactement. Et j'oublierai jamais cette pièce, ça a été ma première pièce de théâtre et j'en garde un très bon souvenir. Moi aussi. Donc, plus tard, il y avait les cours de théâtre auxquels je me suis intéressée aussi. Donc, au collège, j'ai pu continuer aussi cette passion. Tu as continué le théâtre aussi? Oui, bien sûr. J'ai continué le théâtre au cours secondaire. Et donc, en fait, en sortant, donc j'en reviens au parcours corporatif. Au cours de ce parcours corporatif, j'ai beaucoup appris, pratiqué ce que j'ai appris académiquement. J'ai beaucoup appris de l'humain, de la société, de beaucoup de choses, parce que j'ai eu la chance de travailler dans des industries où les employés étaient quand même de plusieurs horizons. Oui, pratiquement dans les tous les continents, c'est ça. Oui. Et puis ensuite, il y a eu la scission. C'est-à-dire que tout en travaillant en corporation, je créais mes bijoux et je les vendais. J'avais déjà commencé à commercialiser mes bijoux à partir de l'université. Ah, d'accord. Donc, ça au collège, je les offrais. D'accord. À l'université, j'ai commencé à les vendre. C'était le side hustle. D'accord. Donc, pour se faire un peu d'argent en plus et tout ça. Pour se faire un peu d'argent en tant qu'étudiante et tout, mon activité, elle était là, elle était claire. D'accord. En plus de ça, j'étais dans un pays où on aime les perles, où on aime les pierres, exactement. Oui. Et j'ai eu la chance de me faire des amis dans le domaine qui m'ont permis d'avoir accès à ce qu'on appelle les pierres historiques. Parce que pendant la traite négrière, les colons ont ramené des pierres et des perles qui faisaient partie des échanges commerciaux avec nos communautés locales. Donc, c'est ouvert à moi un univers mais incroyable, plus historique, plus fantaisiste aussi, parce que à ta façon, tu essaies de réécrire l'histoire, mais plus belle.
pour certaines pierres dont l'origine est assez délicate. D'accord. Voilà. Donc, pour toi, c'était aussi un moyen. Pour toi, il y a presque un sens, je ne vais pas dire politique, mais il y a un sens plus profond que la création artistique juste. Ah oui, parce que je suis issue d'une mère historienne, donc l'histoire est connaître l'histoire est très présent dans mon processus créatif. Donc, grâce à ces personnes que j'ai rencontrées, j'ai eu accès à des pierres qui m'ont ouvert complètement l'esprit sur des dimensions que je n'imaginais pas, la dimension politique, effectivement, la dimension historique, mais aussi la dimension spirituelle. Avec les vertus des pierres. Exactement. Donc, c'est parti de là. Donc, c'est parti de l'université où j'ai commencé à commercialiser. Et puis, donc, tout en travaillant en corporation, j'ai développé mon petit réseau. Et quand je suis rentrée au Bénin, j'ai continué à travailler en corporation, donc dans le milieu de l'expertise comptable, et puis ensuite en industrie agroalimentaire. Et c'est là qu'il y a eu, comme on dit, l'élément décisif qui a fait que j'ai tout lâché. Je ne veux pas dire tout, parce que je continue à me cultiver dans le domaine. Je fais de la consultance quand il le faut, quand le besoin se fait ressentir. Mais le point de scission, c'est-à-dire le moment où je me suis dit, c'est bon, je vais laisser la corporation et me lancer dans ce que j'aime faire, cette passion, parce que j'aime aussi la finance, j'aime les chiffres, je suis quelqu'un de très cérébral. Ça a été un élément, un incident que je ne vais pas dire négatif, parce qu'avec le recul, ce n'est pas négatif. C'était juste une redirection. En fait, j'ai subi une tentative d'empoisonnement très lourde où je travaillais, tout simplement parce que je faisais mon travail. Dans l'entreprise? Absolument. C'est ça l'histoire, en fait, derrière Perlicheuse. C'est pas je me suis réveillée un jour et puis j'ai dit je casse tout. Non. Mais c'est dingue. J'ai subi une tentative d'empoisonnement très lourde qui m'a poussée à être alitée pendant 3 mois. Ah, quand même. Alors, c'était... donc, tu es passé très près, en fait. Ah oui. Je vous passe des détails un peu morbides, mais c'était à un point où mes voisins de l'époque, Dieu bénisse leur cœur, ils avaient organisé des tours de prière. Ah oui. Pour moi. C'était à ce point-là. Il y avait le système, le concept de la statue de la Vierge Marie qu'on sort des églises catholiques et qui se déplace dans certaines maisons pendant une certaine période pour des groupes de prière. Et j'ai eu ça. C'est arrivé au point, ma santé était elle déclinait au point où mes voisins organisaient ça. Parce que le cas était vraiment... Oui, j'étais à l'article de la mort. C'était alarmant, tout en fait. partait, en fait, du fait que j'ai bien fait mon travail. Et parce tu n'aurais pas dû, selon certains? Oh oui, absolument. Parce que j'avais la mission officielle, le poste officiel. Mais mon amour des chiffres et ma capacité à détecter ce qui ne va pas m'a fait recevoir une mission officieuse. Et toi, tu faisais du contrôle de gestion, en plus, c'est ça? Oui, mais c'était plus profond que ça. D'accord. Officieusement. Officieusement, je devais démonter un schéma de... Comment je vais dire, de fonctionnement qui mixait politique, gestion commerciale, gestion fiscale, depuis de nombreuses années au sein d'une industrie. Wow. Et dont les effets étaient désastreux sur d'abord les employés. J'avais des collaborateurs qui gagnaient 25 000 par mois. Ah oui. Et pourtant, je voyais les chiffres et je voyais ce qui sortait, par exemple, le week-end pour des frais pas forcément justifiés et justifiables. Ah oui, quand même. Ouais. Et cette mission m'avait été attribuée par un groupe d'actionnaires de cette entreprise. Et j'ai bien rempli ma mission. Donc, j'ai audité tout. J'ai audité le système de recrutement, j'ai audité le système d'attribution des marchés aux partenaires, j'ai audité beaucoup de choses.
Donc finalement, Et la j'ai mission... un peu trop fait. Un peu. C'est ça. Et ça s'est transformé en mission suicide. C'est ça. Mais toi, tu t'en rendais pas compte. Non, 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 pas du tout. C'est très subtil. Hein. C'était un empoisonnement progressif. C'est pas qu'on t'empoisonne directement, on te donne une substance d'un coup. Oui, donc ça, c'est une certaine dose. Des empoisonnements lents. C'est ça. C'est une certaine dose par jour sur une certaine durée. Et c'était quoi? C'était dans la nourriture? Oui, tout à fait. Parce qu'il y avait quelqu'un de particulier qui était dédié à l'approvisionnement en repas de chaque bureau, littéralement. Donc, on recevait un menu, tu choisissais, et puis on te livrait ça. Donc, c'est cette personne qui ramenait, en fait, les repas. Comment tu t'en es rendu compte? Alors, ça, c'est issu d'une enquête beaucoup plus tard, quand j'allais mieux, et surtout de confession de cette personne-là, qui, 1 an plus tard, me voit à l'aéroport de Cotonou. C'est dingue hein, comme histoire. Me voit à l'aéroport de Cotonou, met ses 2 mains sur la tête et dit « Madame Sarah, vous êtes en vie ». Et moi, avec mon côté un peu spontané, je dis « mais comment tu vas et tout, ça fait longtemps ». Mais vous êtes en vie. Je dis oui, bah oui. Oui, quoi. Et là, il déverse tout. Comment... systématiquement là? Oui, publiquement. Ça a été public. Ça a été public. Ma famille était témoin, mes amis, parce que c'était mon premier voyage dans le cadre de Perlicheuse que je venais de commencer. Donc, j'allais à ma première exposition, c'est ça. D'accord. Je n'avais même pas eu le temps de démissionner. J'avais été accusée d'avoir... comment on appelle ça? Abandonner mon poste. Abandon de poste. C'est ça. J'avais été... Pourtant, mon DG de l'époque était au courant de mon état de santé, qu'on ne voulait pas ébruiter aux autres employés. Mais comme il faisait partie des targets de mon... D'accord, oui. De mon audit. Et du rapport. Voilà. Et donc, je me souviens de moments très critiques, de moments... Est-ce que je vais dire spirituels? Parce que je suis jumelle. Et mon frère jumeau est parti. Au Bénin, on ne dit pas il est mort, on dit il est parti chercher du bois. Donc, il est parti chercher du bois depuis longtemps. Dans la forêt. C'est ça. Et je me souviens de moments où je l'ai vu. Vous savez, j'étais tellement plus dans cette dimension que je le voyais. Ah oui. Et il me disait... Quand tu étais alité, là? C'est ça. Et il me disait... Mais moi, je ne marchais plus hein, à l'époque. J'allais à 4 pattes comme un bébé. C'était à ce point-là. Ah ouais. Quand tu imagines que tes voisins organisent des tours de prière, c'est que... La situation est critique. C'est ça. La phrase qu'il me disait le plus souvent, quand il y a des moments où j'avais l'impression que c'était mon frère qui me parlait, c'était « Mais qu'est-ce que tu fais de tes talents ? Qu'est-ce que tu fais de tes talents ? Est-ce que tu veux regretter comme les autres ?» En fait, les autres, c'est quoi? Ce sont les amis de nos parents. Moi, j'ai eu la chance très jeune d'assister à beaucoup de conversations d'adultes où la notion de regret revenait. Ah, j'aurais voulu faire ci. Tu sais, en fait, j'aurais rêvé de faire ça. Hein. Mais tu sais, toi-même, tu sais, les parents, la société, j'ai assisté à énormément d'échanges de ce type. Ça va beaucoup plus loin. J'ai vu des femmes d'un certain âge regretter même leurs choix maritaux. Bien sûr. J'ai vu des hommes regretter... En fait, la notion de regret revenait souvent. Parce que beaucoup de personnes se confiaient à mes parents et particulièrement à ma mère. Et j'assistais à ça. Et donc, cette phrase revenait. Est-ce que tu veux vivre dans le regret comme ces personnes-là, comme les autres? Ça revenait. Et je me souviens particulièrement de ça, du moment où les médecins ont dit rentrer, elle n'a plus beaucoup de temps à vivre, où j'ai dit à mon Dieu, écoute, si je sors vivante d'ici, je te promets d'exploiter les dons les talents que tu m'as donnés. Absolument. Parce que tu me les as donnés gratuitement. C'est ça. Et je ne veux pas finir dans le regret. Il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Je suis d'accord avec toi. Et c'est comme ça qu'en fait, je suis sortie, je n'oublierai jamais, je suis sortie de l'hôpital le 18 janvier 2011. Et le 25 janvier, je suis allée à la CCIB. C'était là-bas il y avait un petit bureau pour créer les entreprises juste à côté du restaurant chez Léa. Bien sûr. C'est ça. Et je me suis assise là.
parce que j'avais pas assez de force pour tenir le rang au niveau de l'autre du bureau. Donc, je me suis assise en face et j'ai attendu que le rang se libère et j'ai crié Perlicious. Et aujourd'hui, avec le recul, les années, l'expérience, la résilience, je dis, il n'y a pas vraiment d'événements négatifs. C'est ça. Il y a toujours quelque chose qu'on en tire. Je suis d'accord. Et on comprend le sens peut-être des années plus tard. J'aime bien dire que chaque échec a son lot de bénédictions et chaque bénédiction a ses contradictions. C'est ça. Et c'est très beau. Je suis certain que vous, certains d'entre vous, la majorité même, que vous découvrez avec moi, l'origine, peut-être la naissance du bébé Perlicious, comment Perlicious est né. C'est ça. Et justement, pour parler de Perlicious, c'est une très belle aventure qui a démarré il y a plus de 10 ans maintenant. Et tu as été une des pionnières. Au début, tu étais beaucoup plus dans les bijoux. Après, ça a pris une autre ampleur avec les robes et tout ça. On va en reparler tout à l'heure, certainement. Mais au niveau des bijoux, tu faisais pas mal de perles, de colliers. Il y a eu une époque où on parlait beaucoup de Shambhala un peu partout. Là. Et tu as été une des pionnières, vraiment. Oui. Avec cette nouvelle approche un peu jeune dans le marketing et tout ça. Exactement. Merci d'ailleurs, parce que lors de mon concert à l'Institut français en 2011, je portais un joli collier Perlicious. C'est ça. Comment tu as fait pour t'imposer dans ce secteur-là à l'époque? Parce qu'il y a un moment où, à Cotonou, quand on parlait de perles, il y a peut-être 2-3 noms, mais je veux dire, ton nom revenait tout le temps. Oui. Comment tu as fait pour t'imposer? Ça continue d'ailleurs. Oui, non, aujourd'hui, comme je dis, tu es je ne veux pas dire une doyenne, mais tu n'en es pas loin. Et si j'utilise le terme doyenne, c'est pas péjoratif ici. Non, je comprends très bien. Attention, c'est le contraire. Si. Ce n'était pas calculé. OK. Je suis entrée dans le monde de la mode, mais vraiment avec fracas. Profil atypique, vient des corporations, Oui. parle un langage français soutenu. Bien sûr. On sent que tu n'avais pas fait un choix par défaut, comme les gens pensent souvent quand on voit les entrepreneurs. Voilà, à partir du moment où tu es entrepreneur et puis, ou même artisan, manuel, voilà. C'est ça. Manuel, c'était forcément pour ceux qu'on considérait qui n'avaient pas réussi à l'école. Mon parcours est là pour prouver que c'est totalement l'opposé. Mais en fait, ce n'était pas à calculer. Pour moi, c'était réaliser la promesse que je m'étais faite et que j'avais faite à mon Dieu et à mon frère de développer mes talents, en fait. Et le deuxième objectif, c'était de professionnaliser la chose. OK. Mon père m'a dit à l'époque, tu as fait des études, il faut que quand tes produits sortent, ça se voit. Ma mère m'a dit, il faut que ça se voit dans ta façon de gérer les choses. Ton entreprise doit être différente. Tu n'es pas la couturière du quartier. Tu n'es pas la mémé qui, en fin de vie, enfile des perles. Tu n'es pas non plus, parce qu'il faut savoir que le métier d'enfiler les perles, dans notre culture particulièrement béninoise, est le métier du roi. D'accord. Le roi n'a pas le droit d'avoir un métier, c'est-à-dire de travailler en corporation ou d'ouvrir un business. Par contre, le roi enfile des perles qui sont portées par les reines. Ah, par ses épouses. Les concubines. D'accord. Oui. Donc, si jamais un jour je deviens roi et que j'ai plusieurs épouses, il faudrait que je fasse sur toi apprendre. C'est ton boulot, ça va être ton seul boulot. D'accord, mais donc, ça, j'apprends. C'est très paradoxal. Dans la société moderne, les travaux manuels sont considérés comme destinés, réservés à ceux qui n'ont pas forcément réussi intellectuellement ou académiquement, alors que historiquement, c'est le métier du roi. D'accord. Vraiment. D'où la notion de caste, c'est-à-dire on pouvait reconnaître la concubine par la couleur et la quantité des perles qu'elle portait aux hanches. La nature de perles qu'elle a. Exactement. Et une anecdote, il m'est arrivé à l'époque où je me ravitaillais en perles traditionnelles, vraiment les lourdes perles traditionnelles. Il m'est arrivé de croiser au marché des rois. Vraiment des rois. Non. Si, 2 ou 3 fois, bien sûr. Et pour moi, c'était toujours... Moi, j'ai un côté très spontané, très enfant, où j'étais...
Et puis, en fait, tu te figes, quoi. c'est ça. Et ce côté figé les surprenait, les amusait, et c'est comme ça qu'on discutait. Parce qu'ils ne doivent pas non plus rencontrer tous les jours des gens qui connaissent le sens de cette démarche qu'elle a leur, bien sûr. Moi, je vois un roi en train d'acheter des perles, je vais me demander pourquoi il fait ça. Enfin, je ne comprendrais pas. Exact. Alors que c'est eux qui m'ont appris, ils m'ont donné plus de détails sur la signification des couleurs, des quantités, du type de perles. Par exemple, la pierre de jade qu'on appelle Djenana, qui ne brûle pas. Ça a un sens. Dans l'eau ou dans le feu. Exactement, ça a un sens. C'est pas n'importe quelle femme qui peut porter Djenana dans l'histoire. Oui, bien sûr. Traditionnellement. Aujourd'hui, c'est symbole de pouvoir, de confiance en soi, vraiment de l'archétype féminin. D'accord. Voilà. Bah, c'est génial, on apprend des choses surprenantes. Et comme quoi, chaque domaine est vaste et riche. Et très riche. Alors, tu étais donc dans le domaine des perles avec Pearlicious. Ça a bien marché. Est-ce que les ventes locales, pour parler un peu business, sont suffisantes quand on est dans ce type de secteur ou est-ce qu'il faut rapidement s'internationaliser? Je sais que toi, tu t'es internationalisé. Est-ce que c'est arrivé, ce désir-là, parce que tu t'es dit, il faut que j'augmente mes ventes ou c'est simplement que la notoriété est venue te chercher? Quel conseil tu donnerais à des gens qui sont dans un secteur, on va dire, artistique, peu importe lequel, hein, artisanal ou artistique ou vraiment quelque chose qui a trait à la beauté, qui est un peu plus, je vais dire, un peu plus rare que les activités classiques et qui veut vraiment faire du chiffre? Alors, déjà, on part du principe qu'on n'est pas prophète chez soi. Mais cette expression, je souhaite que nous l'analysions plus profondément. Quand on dit on n'est pas prophète chez soi, mon expérience, ça c'est vraiment la mienne. Si je dois la décrire, la notoriété est partie du Bénin. Bien sûr. Tu as fait... Absolument. Tes classes ici. J'ai fait mes classes ici, j'ai lancé ma petite entreprise ici. Mes premiers collaborateurs étaient 100% béninois avec tout ce que ça comporte de normes culturelles, de préjugés. J'ai vécu pratiquement toutes les expériences possibles. On va au-delà du traditionnel business, c'est-à-dire il faut tenir compte d'une culture qui est très versée dans l'occulte. Donc, si tu n'es pas ancré dans ta foi, il y a des situations où tu vas perdre la foi en l'humain. Ah oui, ça, quand tu es chef d'entreprise. Parce que l'humain va utiliser des armes auxquelles toi, tu n'étais pas habitué, que tu ne connaissais pas et qui ne sont pas forcément dans ton chemin de vie. Enfin, c'est pas toi, ça. Donc, moi, la notoriété est partie du Bénin. Je remercie mon pays pour ça. C'est mon pays. Absolument. Mais ça ne voulait pas dire, et ça ne veut toujours pas dire, que 80% des ventes viennent du Bénin. C'est ça. Non. C'est pour ça que je dis, il vaut mieux... cette phrase, on n'est jamais prophète chez soi. En fait, tu nuances un peu le discours. Il faut nuancer, parce que je trouve que c'est un discours bateau qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux et qui endort les populations. Les gens vivent dans une telle négativité que quand tu discutes avec eux, de toute façon, je suis incompris, on n'est pas prophète chez soi, je laisse tomber, je fais ci, ou bien ils font des commentaires très bourrés de frustration sur les réseaux sociaux. Non, il faut nuancer. On t'a dit que c'est ça, mais ça ne veut pas dire que c'est la norme. Ça ne veut pas dire que ce sera ton cas. Chaque cas est particulier. Donc, ma notoriété est partie du Bénin. Mais le plus gros de mes ventes venait de l'étranger. C'est ça, c'est ce que je voulais et vient toujours de l'étranger. Voilà. Et quand j'ai vu ça, je me suis servi des moyens de l'époque. Les réseaux sociaux, c'était l'époque d'abord High Five, où je postais mes créations sur High Five. Ouh là là. Je sais pas si c'est loin. Je sais pas si ceux qui nous suivent. High Five et MySpace. Vous avez connu ça? MySpace, High Five. Là, j'ai l'impression d'être un dinosaure maintenant que tu parles de ça. Skyblog et compagnie. Mon premier blog était sur Skyblog. Ouais, ok. Et ensuite, j'ai créé un site vitrine. Ça, personne, et jusqu'à aujourd'hui, je connais très peu de créateurs qui ont leur propre site, avant de dire boutique en ligne, parce que le site est devenu une boutique en ligne. Mais c'était nécessaire pour moi,
à l'époque, parce que le gros de mes ventes venait de l'extérieur. Et l'extérieur, j'avais pas de boutique. Oui. Il fallait pas s'attarder sur le physique, il fallait avoir une vitrine en ligne, une vitrine digitale à laquelle tout le monde pouvait avoir accès. Et c'est comme ça que ça a explosé à l'international. Donc, les ventes internationales ont quand même beaucoup aidé. Absolument, c'est ça qui a fait l'expansion de la marque. L'expansion de la marque. Parce qu'il y a des gens ici, c'est quand tu es connu à l'étranger qui s'intéressent à toi. C'est exactement ce dont je voulais parler parce que, évidemment, je suis d'accord avec toi, il faut nuancer cette pensée d'une des prophètes chez soi. Mais généralement, le public attend une validation internationale. C'est ça. Absolument. Extérieure. Parfois, tu n'es pas forcément obligé de sortir, mais non. Parce qu'il y a eu un reportage sur toi, par exemple, d'une chaîne internationale. Alors ça. Qui a une interview. Et puis tout de suite, on commence à regarder avec plus d'intérêt celui que l'on a toujours vu et dont on voit la boutique tous les jours, mais on ne faisait pas attention. On se dit, donc c'est peut-être tout ça qui donne aussi le sentiment aux gens, qui est peut-être un sentiment un peu biaisé. Je suppose, parce que je l'entends beaucoup aussi et je suis parfois d'accord avec les gens, sans être catégorique. Je crois qu'on attend toujours trop de validation. Nous ne célébrons pas assez nous-mêmes nos talents. Pour illustrer ce que tu viens de dire, la validation, parfois, ce n'est même pas la presse. C'est le simple fait qu'on voit et ce que je vais dire va choquer. Mais ça va choquer ceux qui savent au fond que c'est vrai. Tu es connu pour ton franc-parler. C'est pour ça qu'on s'entend. C'est ça. C'est qu'une autre couleur de peau porte ce que tu as fait. Choquant et tellement vrai. Parle de ce que tu fais. Mettre pied dans ta boutique. Tu es tout de suite catalogué. That must be good. It must be good for them to go there. So I gotta try. Exactement. Moi, j'ai vu avec les artistes béninois. Je ne vais pas te jeter des fleurs. Mais c'est vrai. Je sais qui dans le monde des artistes béninois, qui ont été les premiers à porter mes bijoux. Je sais qui sont ceux qui se sont intéressés à moi quand des artistes béninois, je vais parler des femmes particulièrement, parce que les hommes, franchement, ont porté mes bijoux pour faire ma publicité. Peu importe ce qu'ils disaient, parce que j'ai eu des retours un peu plus grivois, on a supposé des choses, ça c'est humain. Mais les femmes, je parle des femmes, il a fallu que 2 artistes béninoises qui évoluaient hors du Bénin portent mes bijoux pour que celles qui sont au Bénin, moi je suis cash, s'intéressent à ce que je faisais. Et pourtant, quand on regarde les liens, j'étais plus proche d'elles en termes d'accessibilité que celles qui étaient à l'étranger. C'est la validation. Ça, c'est un fait. C'est la validation. Et c'est notre société, on fait avec. C'est pour ça que je dis, il faut toujours nuancer la notion de « on n'est pas prophète chez soi ». Oui, absolument, absolument. Je suis totalement d'accord. Merci pour cette petite leçon de business, vous l'aurez compris. Parfois, il faut comprendre que si votre clientèle est ailleurs, vous devez aller la chercher et il faut ce qu'il faut. S'il faut un site vitrine comme l'a fait Sarah à l'époque, aujourd'hui, ça peut paraître plus ou moins trivial pour certains, mais à l'époque, c'était une petite révolution. Si, absolument. Quand un créateur, ensuite, une créatrice, la boutique en ligne, bien sûr, on la soit boutique capable en ligne, de payer de façon sécurisée. Et que tu sécurisais, les gens payaient, ce qui n'était pas du tout évident. Non. Ni courant. Non. Et tu expédiais. Moi, je me souviens, on s'était vu à l'époque et tout. Tu expédiais, tu allais à la poste et tout ça. Donc, pour être pionnier, être avant-gardiste, il faut prendre des risques, il faut essayer un certain nombre de choses et il faut aller là où sa clientèle est. Vous pouvez être chez vous, aller chercher la clientèle dehors si elle est dehors. Les réseaux sociaux nous le permettent maintenant. Exactement. C'est très ouvert. Encore plus aujourd'hui qu'hier. Oui, absolument. Encore plus aujourd'hui qu'hier. Alors, tu n'es pas uniquement à la tête de Pearlicious. Non. Tu es multipotentiel. Je veux qu'on rentre maintenant dans une nouvelle dimension de cet échange, puisqu'on va parler de ton côté un peu multipotentiel. Et pour initier cette séquence, je voudrais déjà que tu nous dises un petit peu quelles sont les différentes activités que tu mènes, que tu nous dises brièvement, au-delà de Pearlicious, qui a évolué, encore une fois, pour passer maintenant à tout ce qui est confection de robes. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Et après, je te demanderai pourquoi tu fais autant de choses. Même si moi, je peux te comprendre, étant moi-même multipotentiel, beaucoup de gens ont besoin de comprendre. Mais avant ça, dis-nous un peu.
à part Perlicious, il y a Iced London Coffee and Chocolate. Yes. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, Iced London Coffee and Chocolate, c'est un concept de coffee shop en franchise. OK. Donc, on offre des boissons au café, au chocolat et au bubble tea. Une recette qui nous vient d'Asie. Et tout est fait de façon fun, colorée, pour attirer quand même une clientèle qui a du goût, qui veut se détendre, qui veut s'offrir ou offrir un petit moment d'évasion dans ce tourbillon qu'est la vie quotidienne. Et surtout, la particularité d'Iced London, c'est qu'on utilise beaucoup, beaucoup d'éléments locaux. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a... Et aussi, c'est créatif. OK. Il y a, le menu, par exemple, est composé de recettes classiques, donc de produits classiques, de création. Il y a vraiment le menu création, OK. où on va s'amuser à partir de boissons classiques comme du café frappé ou du chocolat frappé, à créer des sortes de formes abstraites au-dessus, avec différents éléments comme du concada. Ah, ça, c'est vraiment très local. Hein. Les boules de coco traditionnelles. D'accord. Le nougat, que sur le plan international, on appelle la nougatine. La nougatine, bien sûr. Mais d'Afrique de l'Ouest, donc notre nougat local. Oui. Voilà. Et on va mixer avec des cakes, du chocolat belge, ce genre de choses. C'est vraiment... J'ai gardé l'esprit de Perlicious. Utiliser des matières locales, mais mixer avec des matières du monde entier. On fait la promotion de chez nous, mais on reste ouvert sur le monde parce qu'on ne peut pas évoluer en vase clos. Évidemment. Donc, c'est ce concept que j'ai gardé avec Iced London à travers le bon, mais aussi le beau. Donc, on joue sur le goût, mais aussi sur le visuel. OK, d'accord. Très important. Donc, c'est une expérience gustative et visuelle à la fois. Exactement. D'accord. Exactement. Et là, ça touche tout le monde. C'est les enfants, les personnes, les adultes, les jeunes. C'est vraiment toutes les couches de la population. D'accord. Et le but est vraiment de développer des franchises. OK. Donc, des entités qui s'autogèrent, mais qui suivent une ligne. Bien sûr, avec un manuel de bien procédure. Définie. Oui. Exactement. Exactement. Et qu'on peut reproduire dans toutes les capitales du monde, en fait. C'est pour ça, par exemple, pour le Bénin, c'est Iced London 229. D'accord. Donc, chaque franchise s'identifie par le code téléphonique de sa zone. C'est un peu ça. Okay. Et il y a Dazzle Skin qui a un projet de mise en valeur des matières locales, des matières bio dans les cosmétiques, particulièrement dans 2 cosmétiques particuliers, les gommages de corps et les baumes pour le corps. Donc, le soin sous la douche et le soin après. D'accord. Okay. Après le bain, en fait. Mais toujours avec des matières locales, pas que béninoises, africaines. Parce qu'il y a des gommages qui sont, par exemple, composés de lavande prise au Maroc, d'huile prise au Maroc, de fruits venant d'huile à froid de fruits venant de l'Afrique du Sud, beurre de karité du Bénin. D'accord, donc tu sources dans différents pays. Le concept, c'est vraiment que dans chaque produit, tu voyages à travers l'Afrique, spécifiquement. Mais la cible de Dazzle Skin, pour le moment, c'est un projet que je développe hors de l'Afrique. OK. Et c'est un choix stratégique. La cible est dehors. Qui est parti, en fait, du Covid. D'accord. Pendant le Covid, je ne vendais pas de bijoux, de vêtements. Les gens avaient d'autres soucis. Mais leur souci particulier... Et puis, ils sortaient plus beaucoup, donc acheter des bijoux. Leur souci, c'était l'entretien. Je me suis rendu compte que, bon, OK, regarde des choses, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens achètent? Ils achètent du papier hygiénique. Ils achètent des produits d'entretien ménager. Du sel. D'entretien du corps. Ça. Les produits de base pour la cuisine. Qu'est-ce que tu peux faire? Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je regarde une situation, je cherche une solution à un problème. C'est ça. Mais fun. Parce que je veux que le consommateur ils se sont associés à la marque et non forcément consommateur qui doit juste... En fait, tu es vraiment sur du storytelling, tu racontes des histoires. Donc, c'est là que j'ai élaboré le projet Dazzle Skin et la demande a été phénoménale, mais d'une capitale particulière dans le monde, c'est Londres. OK.
D'accord. Donc, je me suis concentrée sur ça. Bien sûr. Et donc, aujourd'hui, en général, les commandes viennent de là. OK. Mais compte tenu de la distance Mhm. et du fait qu'on veut garder quand même une certaine équité dans le paiement des femmes, par exemple, du Nord qui produisent le beurre de karité. Elles nous produisent un beurre de karité, mais on dirait de l'or. C'est beau, quoi. C'est beau, c'est propre. On est fiers d'être béninois. Mhm. Et pour garder une certaine équité dans leur paiement, mais tout en gardant un prix accessible, Dazelski ne se vend pas au détail. Mhm. OK. Ce sont des commandes D'accord. faites par des personnes qui veulent revendre sur place. D'accord. C'est ça le concept Donc, de c'est Dazelski. des grossistes ou des semi-grossistes. Exactement. D'accord. Exactement. Donc, ce n'est pas un business de tous les jours. C'est quand il y a la demande que tu produis. Exactement. Tu produis à la demande. Exactement. OK. À ce moment-là, si tu produis à la demande, c'est vraiment un projet qui est intéressant. Il est orienté différemment des autres projets que tu as fait jusque-là. Oui. Parce que les autres, c'est plus du B2C. Exactement. Là, même si c'est des particuliers, ça s'apparente un peu à du B2B parce que c'est des grossistes. Exactement. OK. Et comment est-ce que tu envisages... Il y a Sariai. OK, non, qui est le dernier bébé. Non, c'était juste déjà sur Dazelski. Oui, OK. Je voulais demander comment est-ce que tu envisages l'évolution de cette marque, puisqu'on est sur on va dire, du volume. Comment est-ce que tu vois l'avenir? Si ça grossit complètement, est-ce que tu vas être obligé de mécaniser, de semi-mécaniser, ou ça va rester complètement... Parce que après, la valeur ajoutée est vraiment dans le fait que ce soit fait main. Comme certaines marques de maroquinerie, on ne va pas les citer, mais bon, on voit très bien. Donc, tu ne peux pas te mettre à mécaniser. Comment tu vas faire quand la demande va exploser? Je pense qu'on va semi-mécaniser. Par exemple, au niveau du remplissage des pots. Pour les conditionnements. Oui, pour le conditionnement. Okay. Je pense qu'à ce moment-là, on va devoir, et on se prépare déjà mentalement à ça, à ce moment-là, quand on va atteindre un certain volume de demandes, il faudra qu'on semi-mécanise le remplissage des pots et l'étiquetage. Absolument. Mais sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup de jeunes entrepreneurs dans le domaine de la cosmétique bio, particulièrement des Noires américaines qui m'inspirent beaucoup, que ce soit par le nom de leur marque ou leur packaging. Et elles sont toutes dans ça, en fait, la semi-automatisation. Ne jamais aller totalement dans l'industrialisation sur un produit pareil. Oui, pour garder cette essence assez particulière de la marque. Donc, c'est ce que j'ai vu faire. Bien sûr, et il faut s'inspirer de... Voilà. Et tu parlais d'un dernier bébé? Oui, de ma nouvelle passion pour l'intelligence artificielle. Ah. Et donc, je n'aime pas mélanger les choses. C'est vrai que je me sers de l'intelligence artificielle pour pratiquement toutes mes activités maintenant. Mais je pars du principe que plus je transmets, plus j'apprends. Ça, c'est peut-être le côté parent-professeur. Et là, je pense que tu as totalement raison. Il y a des études qui prouvent que pour bien intégrer quelque chose qu'on a appris, il faut le rendre. C'est ça. Il faut le donner à d'autres personnes. Et puis, ça finit par se fixer. Exact. Et ça va très vite. Et je suis partie aussi du second principe selon lequel, si je suis capable de créer aussi vite pour ma marque, je peux vendre ce service à d'autres marques, qu'elles soient dans la mode ou dans d'autres domaines de l'industrie créative. Quand on dit industrie créative, il n'y a pas que la mode, il y a beaucoup de choses. Il y a la musique, c'est très vaste, le cinéma. Il y a le cinéma, il y a beaucoup de choses. Et avec l'intelligence artificielle, moi, j'ai fait des capsules vidéo récemment quand il y a eu le défilé d'une grande marque de lingerie. J'ai créé mes propres capsules. C'est une marque de lingerie qu'on ne va pas citer, mais qui utilise des anges. Donc, moi, j'ai créé les anges de Perlichos avec l'IA. Ultra réaliste. Vraiment, des êtres. Tu penses que tu peux les toucher, leur parler et tout. C'est fou ce qu'on peut faire. Oui, c'est fou ce qu'on peut faire. Et je suis ça de très près. Je suis l'évolution de très près. Et c'est quelque chose c'est un service que je peux transmettre déjà à des collaborateurs. D'accord. Et qui est une source de revenus, mais aussi une source d'apprentissage. Donc, j'ai séparé ça et ça s'appelle Sariai.
Sarah AI, c'est SAR, S-A-R. Il y a Sarah. D'ailleurs, c'est la première fois que pour mes entreprises, il y a une racine de mon nom. D'accord. Tout le reste, ça n'a rien à voir avec mon prénom. Mais c'était pour jouer sur le AI. C'est court parce que je voulais quelque chose de court et qui allait marquer. Sarah AI, c'est une agence créative. D'accord. Qui va vraiment se concentrer sur les industries créatives. Donc, ça part de l'illustration avec l'intelligence artificielle, tout type d'illustration. Cover d'albums, cover de magazines, cover de livres, tableaux. On fait des tableaux d'art, c'est ce qu'on appelle l'art contemporain. On est vraiment dans le cœur de l'art contemporain maintenant. D'ailleurs, il y a un musée qui va bientôt ouvrir à New York où tous les tableaux ont été réalisés à partir de l'intelligence artificielle. C'est dingue. Si. Ils vont ouvrir en 2025. C'est hallucinant. Hein. Si. Parce que c'est de l'art aussi. En fait, l'art est illimité. Il ne faut pas se mettre un carcan. Ça commence nulle part, ça finit nulle part. Exactement. Donc, ça va partir de... Les offres de services sont illustration, donc tout type d'industrie créative. À partir du moment où on a besoin d'un visuel, nous, on peut fournir un visuel, quel que soit le contexte. Des capsules vidéo en rapport avec le contexte qui est donné, mais aussi la formation, pouvoir prendre ces outils-là en main. Donc, pas forcément le côté fabriquer sa propre intelligence artificielle, ça sert à rien. Mais par contre, entraîner les intelligences artificielles qui existent à ton rythme, à ton contexte, à ce dont tu as besoin. Exact. À ce dont Parce que c'est vraiment un outil très puissant. Plus tu l'utilises, bien sûr, plus ça s'adapte à toi, en bien fait, sûr. et à tes besoins. Bien sûr. À ton style même de réponse, ton style d'image que tu aimes, etc. C'est ça. Il faut juste l'entraîner. Être vigilant sur le côté éthique. Bien sûr, bien Parce sûr. que l'IA, par exemple, sur le deep web, le dark et le deep, qui est encore plus profond. Bien sûr. L'IA est utilisée pour faire beaucoup de choses, de toute façon, pas forcément positives. Oui, et le dark et le deep web ont toujours été, on va dire, un peu le côté obscur de la force. Est-ce que c'est obscur? Je veux dire, c'est le côté non censuré de la force. Je dirais obscur entre guillemets. Oui. C'est vraiment pour simplifier le discours, parce qu'on ne porte pas de jugement, mais on sait très bien que les activités qui s'y mènent et les activités, on va dire ça. C'est ça. qui s'y déroulent ne sont pas toujours en accord avec l'éthique. C'est ça. En tout cas, ce qui est communément admis. C'est ça. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, eh ben, les personnes qui opèrent de ce côté-là, elles ont entre leurs mains une puissance phénoménale et décuplée. C'est déjà des gens très intelligents à la base. Oui, tout à fait. Qui sont des génies, des surdoués de l'informatique, etc. Et là, aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont plus de limites. Non. Ils n'ont plus de limites. Ils peuvent faire vraiment le pire et, on l'espère, le meilleur. Ouais, rien que quand tu... un habitué. Moi, je suis une grosse habituée du dark web. Je n'ai pas encore pu aller jusqu'au deep web. Mais tu te rends compte, en fait, de l'étendue de la psyché humaine. Et donc, déjà, ça, c'est tout ce qu'on entendait et tout ça. Ça, c'était, pour moi, qui vais sur cette partie d'Internet, j'ai vu des choses. Parce que au cours de mon parcours, j'ai eu à travailler, par exemple, et ça c'est le côté humanitaire, j'ai eu à travailler dans le domaine de la lutte contre le trafic humain. Et je parle j'ai décroché peut-être il y a moins d'1 an. J'ai décroché parce que j'étais fatiguée mentalement. Trop éprouvant. De ce que j'ai vu, de ce que mes oreilles ont entendu. C'était soit je décrochais, soit... ma santé mentale allait prendre un coup. Mais justement, ça m'a emmené à voir des choses sur le dark web où tu te dis, si ça, c'était sans l'IA, qu'est-ce qui va se faire Qu'est-ce qui va se faire maintenant, en fait? Ouais. Donc, voilà. Le revers de la médaille, hein. Oui. On a une très belle technologie qui permet d'aller beaucoup plus vite, de développer son business, de se divertir, etc. D'augmenter sa productivité. Exactement, mais avec des travers qui pourraient nous... Mais c'est l'humain.
Oui, ils exposaient la figure. C'est ça qui est dingue. C'est la psyché humaine. C'est ça. Et puis, en même temps, tu peux pas avoir... Il y a rien qui existe dans cet univers, de mon point de vue, qui n'est pas deux polarités. C'est ça. Absolument. Parce que le bien, le mal, encore une fois, c'est des concepts. Je veux dire, ce qui est bien pour toi ne l'est pas forcément pour l'autre. Absolument. Et ce sont des polarités. Il y a pas que le noir et le blanc. Il y a une infinité de couleurs. Et il y a toutes les couleurs que nous ne pouvons même pas voir avec nos yeux d'humain. Bref, je pense que on va suivre tout ça. En attendant, on essaye de l'utiliser au mieux. Et ton agence peut donc permettre à des personnes qui ont besoin de mettre l'intelligence artificielle au service de leurs entreprises et de leurs projets. C'est ça. Ça peut les aider à aller beaucoup plus vite. Exactement. Alors, tu fais différentes choses. Tu es multipotentiel, tu l'as dit, tu le revendiques. Je suis très content parce que j'entends assez rarement ça, des gens qui disent « je suis multipotentiel » et qui l'affirment. Moi, je me présente toujours comme ça. Je dis que je suis entrepreneur multipotentiel et après, je détaille un petit peu. Mais il y a une problématique à ce niveau. C'est que la polyvalence n'est pas forcément très bien admise dans notre environnement. Quand je dis notre environnement, je ne parle pas du Bénin, je parle de l'Afrique francophone surtout en général. Est-ce que c'est même l'Afrique? C'est le monde francophone. Francophone, c'est ça. C'est le monde francophone. C'est ça. Parce que même en France, pour y être resté pendant mes études et pour y aller de temps en temps, quand je parle avec des gens, j'ai parfois la même frustration que je n'ai pas quand je vais, par exemple, aux États-Unis ou au Ghana. Ou même au Nigeria à côté. Ils sont à l'aise avec, ils célèbrent la multiplicité des talents. Mais chez nous, les francophones, on aime bien mettre les gens dans les cases. Lui, il est docteur. Lui, il est vendeur d'eau. Lui, il est chanteur. Elle est cadre. Elle est dans la banque. Comment est-ce que tu vis ça? Est-ce que ça t'a déjà causé du tort ou posé des problèmes que d'être multipotentiel affiché? D'accord. Déjà, avant d'être multipotentiel, je suis femme. J'avais une autre question, mais puisque tu viens, j'allais te demander un peu plus tard si tu avais déjà eu des défis spécifiques du fait d'être une femme dans l'entrepreneuriat. Oui, absolument. Tu préfères répondre à cette question d'abord? Oui, avant de parler de multipotentiel. Dis-nous tout, donc, parce qu'apparemment, tu as envie d'en parler. Non, c'est la suite j'allais te demander, de toute façon, c'est clair. En fait, le simple fait que je sois femme et que j'entreprenne, mais j'ai découvert pendant mon parcours et je continue de découvrir mais des préjugés, mais qui n'ont... C'est pour ça que ce sont des préjugés qui n'ont aucune base fondamentale. Mais aucune. Ni historique, parce que quand on me dit nos grands-mères étaient assises à la maison, elles attendaient que nos grands-mères étaient assises à la maison, mais elles n'étaient pas assises au coin du feu attendant, hein, se tournant les pouces. Hein. Ah, cette grosse bosseuse depuis toujours. Exactement. Ouais. Et j'ai eu des expériences, mais phénoménales, juste parce que j'étais une femme et que la personne ou les personnes en face partaient du principe que c'est une femme, elle est conne. Excusez-moi d'utiliser cette expression, mais c'était vraiment ça. Ici, c'est open. Elle est une femme, elle est dans ce monde, elle n'est pas allée à l'école, on va lui proposer n'importe quoi. On voit que ça résiste, on va utiliser les grands moyens. Les grands moyens, ça part de... C'est tout. C'est l'occulte. Ça peut être très frontal, ça peut être très sournois. C'est de l'humiliation publique. Ça peut être aussi sous forme d'isolement. D'isolement de ton industrie, en fait. Mais ça, j'aime beaucoup parce que tu te distingues d'une certaine façon. Tu transformes ça en force. Absolument. Tu n'es plus dans la masse tu n'es pas dans un troupeau de les aigles ne volent pas avec les pigeons. Absolument. Tu traces ton chemin, mais en hauteur. Ça peut aller jusqu'au harcèlement. Et quand je parle de harcèlement, il n'est pas forcément sexuel. D'accord. Il peut se manifester par des gens qui vont t'accuser de choses que tu n'as jamais faites. D'accord. Ça ira jusqu'au niveau des juridictions légales. Mais tout ça dont tu parles, ça vient d'où? De personnes de ton entourage ou de concurrents? Généralement, comment tu l'as expérimenté? Je l'ai expérimenté de concurrents mais même pas des concurrents, parce que chacun est dans son couloir. Dans le monde créatif, je ne pense pas qu'il y ait de la concurrence. Parce que la créativité part vraiment de l'individu, de son cerveau. Pour les personnes créatives, je ne parle pas des personnes copieuses. Je parle des personnes créatives. Ceux qui créent les tendances, vraiment. Mais je pense que ces personnes-là n'avaient pas confiance en elles. Elles n'étaient pas concentrées sur leur couloir. Et ces personnes ont tenté des choses. J'ai eu des anciens collaborateurs qui ont été financés en griffe pour
donner des retours sur l'organisation interne de l'entreprise. J'ai connu ça aussi. Voilà, sur bien qu'étant un homme, ça j'ai connu. Sur les processus de production, sur l'identité des partenaires, sur... on est allé jusqu'à m'envoyer des gens dans mon intimité. Quand je parle de mon intimité, c'est de ma vie personnelle. Bien sûr, oui. Qui est très contrôlée, très cadrée. C'est ma nature. Et malheureusement, il y a eu des conséquences dont je parlerai peut-être un jour, mais assez éprouvantes. Mais quand tu te rends compte de ça et que tu en discutes avec des personnes plus âgées ou hors du contexte francophone qui te disent « c'est parce que tu es une femme, c'est parce que tu es une femme francophone, c'est parce que tu es une femme noire, c'est parce que tu ne rentres pas dans le moule, déjà de par ton apparence ». La notion de trouble alimentaire est très liée au monde de la mode. Je suis entrée dans la mode, je ne corresponds pas du tout aux standards de l'époque. Oui, les canons de l'époque. C'est pas. Je dis bien de l'époque parce que c'est vrai. C'est pas comme aujourd'hui où tout le monde promeut. Les gens vont payer ce que moi j'ai naturellement. Exactement, parce que pendant longtemps, la mode, en tout cas, les femmes entre guillemets tendance promues par la mode, c'est des femmes filiformes. Très filiforme. Des cintres, quoi. Voilà, ce qui n'est pas très fréquent de toute façon dans les pays africains. C'est ça. Mais c'est ce qui était promu. Donc, c'est vrai que si on remet dans le contexte, à l'époque, tu étais en ça peut être très violent. D'ailleurs, j'ai lancé justement la ligne de vêtements de Perlichot. Ça a été lancé d'abord avec les grandes tailles. OK. Mon premier défilé international, c'était des grandes tailles. C'était de la taille 44 à la taille 54. Donc, être femme, ça a déjà son lot de challenge. Être femme entrepreneur africaine, noire, ça a son lot de challenge. Et puis, on passe maintenant au multipotentiel. En fait, que tu fasses plusieurs choses. Alors là, elle se perd. Elle s'égare. Il suffit qu'il y ait une chose à reprocher. J'ai eu cette expérience. Quelque chose qui a été reproché à une employée du café a servi d'attaque personnelle vers moi. Oui, parce que c'est pas l'erreur de ta collaboratrice. Ce n'est pas l'erreur de la collaboratrice. Et c'était même pas une erreur, en fait. Elle voulait tellement satisfaire le nombre de personnes qui étaient là qu'elle a dilué une boisson. OK. Pour pouvoir répondre à la demande. Parce qu'en termes de quantité, elle n'avait plus assez de matière première. C'est aussi bête que ça. Mais ça m'a valu une attaque personnelle violente. Laisse tomber ce projet, concentre-toi sur tes perles et tes tissus. Je n'ai pas répondu à la personne. J'étais très choquée parce que la personne, je la mettais à un certain niveau de mentalité, d'ouverture d'esprit. Mais l'expérience a montré que c'était juste une apparence. Je n'ai pas répondu. J'ai réglé le problème. Donc, je me suis renseignée sur le problème qu'il y avait eu. Et puis, je me suis excusée auprès des clientes directes parce que cette personne qui parlait n'était pas la cliente directe. OK. Non, elle ne faisait pas partie des clients directs. Et ces clientes directes, parce que c'était des femmes, m'ont dit, en fait, ce n'était pas aussi grave que ça. On a compris. C'est juste qu'une ou deux d'entre nous ont fait un retour qui a été... et oui, je me suis dit, OK, cette personne avait déjà des velléités envers moi. Mais ça montrait tout de suite le malaise qu'elle ressentait parce qu'elle avait en face quelqu'un qui faisait un peu plus que ce qu'elle fait. Donc, une multipotentielle. C'est ça. Donc, il fallait qu'elle me ramène dans cette case-là. Et quand les gens veulent vous ramener dans des cases, ils peuvent le faire très violemment dans le milieu francophone. Mais quand je dis violemment, ça peut être... Si tu n'es pas fort mentalement, ça peut te faire douter de tous tes choix de vie. Mais justement, qu'est-ce qui, à ton avis, fait que, généralement, dans nos environnements, encore une fois, les gens sont aussi mal à l'aise quand ils sont en présence de multipotentiels? Parce que ce que tu dis, même en étant un homme... Oui. Ils vont te faire la guerre, mais autrement. Oui, c'est ça. Ils te font la guerre. Hein. Oui. Très ouvertement, comme tu dis parfois, parfois de façon plus insidieuse. Oui.
Qu'est-ce qui justifie cela, selon toi? Je sais que tu t'intéresses beaucoup, tu l'as dit tout à l'heure, à la psyché humaine. Tu prépares un master en psychologie. C'est ça, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Parce que justement, tu es fasciné par l'esprit humain qui est tortueux. C'est ça. Et du coup, comment toi, tu expliques ça? Ce malaise par rapport au multipotentiel chez les francophones. Je pense que c'est de la projection. Projection de peur. La peur de est-ce que je peux faire comme elle ou comme lui? Et si je faisais comme elle, comme lui? Ah, mais j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Donc, c'est pas normal qu'il ou elle le fasse. Et puis, je regarde à gauche et à droite, je suis entourée de personnes conditionnées comme moi. Ah, c'est la norme. On est plus nombreux. Donc, c'est toi qui es différent. C'est eux qui sont dans le... C'est ça, c'est toi qui es différent. C'est toi qui es dans le faux. Et tu es dans le faux et tu pourrais entraîner des personnes qui sont de mon côté, mais plus courageuses, à faire comme toi. Et moi, j'ai pas envie d'être seule de mon côté. En fait, c'est comme si on cherche le mouton noir. C'est ça. Donc, je te jette des pierres. Je crée le doute dans ton esprit. Je te fais du mal. Mais en fait, c'est pas à toi que j'en veux. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est à moi que j'en veux. Sans m'en rendre compte. Ne pas avoir eu le courage de creuser en moi pour trouver d'autres dons que je pourrais exploiter. C'est comme ça que je vois les choses. C'est pour ça que je ne prends pas forcément personnellement ce malaise. Je pars du principe que la personne est en conflit avec elle-même. Donc, je reste en retrait, je me protège parce que, comme je disais, ça peut être violent émotionnellement, ça peut être violent physiquement, ça peut se traduire par des rumeurs qu'on va lancer contre toi et ton entreprise, juste parce qu'on ne veut pas que tu aies ce marché, on ne veut pas que telle personne du domaine dans lequel tu viens d'entrer s'intéresse à toi. Donc, il faut se protéger mentalement. Donc, ce que je fais, je prends du recul, je me protège mentalement et puis je laisse la personne dans son délire se battre avec elle-même. C'est pas moi son problème. Je ne suis qu'un catalyseur. C'est ça. Donc, les personnes multipotentielles viennent... Comment on dit disrupter? Disrupter? Ouais. OK. Viennent disrupter la norme. C'est ça. Donc, forcément, dérange l'ordre établi. Mais ce n'est même pas un ordre établi qui épanouit. C'est très intéressant ce que tu dis et ça m'amène justement à passer un message. Je voudrais m'adresser à tous ceux qui sont multipotentiels et aux personnes qui sont également pionnières. Parfois, c'est les deux. Ne vous laissez pas décourager par ce qu'on appelle les normes sociales. Alors, quand on essaie de vous faire croire que c'est vous qui êtes différent, ce qui est peut-être vrai, mais que c'est donc vous qui n'êtes pas à votre place, ce qui, là, est faux. Parce que si vous connaissez votre mission de vie surtout, vous serez moins atteint par ces attaques-là. Absolument. Si vous savez pourquoi vous avez été paramétré, et vous devriez justement, je pense que tout le monde devrait faire ce travail, de chercher des informations. Vous savez, il y a des gens qui croient à l'astrologie, il y a des gens qui croient à la numérologie, il y a des gens qui croient à la géomancie, peu importe. Il y a des gens qui reçoivent des messages, en rêve, qui téléchargent des infos, comme on dit. D'une manière ou d'une autre, quelle que soit la culture, je pense qu'il est indispensable de chercher à savoir qui on est et d'aider ces enfants, si on en a, à comprendre tôt pourquoi ils sont là. Pourquoi j'ai été paramétré de cette manière. Pourquoi j'ai cette tête. Pourquoi je suis peut-être très fort en logique et moins dans un autre domaine. Il y a 9 types d'intelligence. Aujourd'hui, on sait qu'on ne parle plus de l'intelligence comme uniquement l'intelligence logico-mathématique. Alors pourquoi moi je suis plutôt d'une intelligence naturaliste? Pourquoi est-ce que je suis très à l'aise avec les autres ou plutôt introverti? Pourquoi j'ai tel talent? Pourquoi j'ai tel défaut? Qu'est-ce que je dois travailler au niveau de mes démons intérieurs? Pourquoi je suis sur ce chemin? Quand on essaye de comprendre un peu ça, parce qu'on ne sait pas grand-chose, comme disait le philosophe, tout ce qu'on sait, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais on peut apprendre certaines choses pour se comprendre. Et quand on a compris ça, on est beaucoup moins fragile face aux autres. On sait que, quelles que soient les pierres qui nous sont jetées, si on avance dans la bonne direction, on remplit une mission. C'est ça. Je pense que ça, c'est pour les gens qui y croient peut-être ou qui comprennent qu'il ne suffit pas de venir, d'aller à l'école, de faire des enfants, de manger, de sortir, de se faire plaisir.
que tout ça, ça fait partie du jeu de la vie, mais que nous avons un purpose. On a un but. C'est ça, exactement. Et je crois que je sais que ces sujets-là te parlent. Absolument. Donc, je pense qu'on refera un podcast avec 2-3 autres personnes sur cette dimension-là, oui. Cette dimension qui est très importante. Oui. Comment se connaître, se trouver sa voie et pour avancer dans la vie. C'est très, très passionnant d'échanger avec toi. Je suis vraiment content de cet échange. Oh, ben, merci à toi aussi. J'étais de toute façon très certain qu'on aurait des éléments croustillants pour la réflexion. Ah oui, tu as eu... Bien sûr, pour que chacun puisse... Tu as eu des choses inédites. N'est-ce pas? J'en étais certain. Et je veux vraiment te remercier pour ton temps. Merci de m'avoir invité. Ben, je t'en prie. Et avant de finir, avant qu'on ne se quitte, je voudrais savoir quelle est la suite pour toi. Quelle est la suite pour Pearlicious aujourd'hui, pour Dazzle Skin, pour Sarah en général? Parce que tout ça, c'est Sarah. Oui. C'est-à-dire, s'il y avait une identité fêtière, ce serait Sarah et tous les projets. Quelle est la suite? Quels sont tes rêves les plus fous? Jusqu'où est-ce que tu veux aller? Oh, mais même le ciel n'est pas la limite. Donc, continuer dans ce que je fais, explorer, développer tout ce dont je me sens capable de faire. Et ça crée de l'emploi. Si on doit revenir terre à terre, au niveau basique, c'est pas juste une personne qui développe ses talents, c'est aussi les collaborateurs, les gens que je forme pour travailler avec moi, pour continuer cette vision. Et j'ai toujours du plaisir à rencontrer des personnes multipotentielles comme moi ou à leur faire découvrir qu'elles sont multipotentielles. Tu ne peux pas collaborer avec moi si tu n'es pas capable à la fois de coudre un bouton et de servir un café frappé à un client. Parce qu'il y a des situations où il faut se rendre compte qu'on est capable de beaucoup de choses. Il y a des situations des situations de vie, des situations d'entreprise, où tu as un collaborateur qui ne peut pas être disponible, qui n'est pas là, vous faites quoi? Cette partie de l'entreprise ferme? Non, il faut que ça continue. The show must go on. The show must go on. C'est ça. Et ça, c'est un problème de multipotentiel. Parce qu'on a besoin d'avoir des couteaux suisses. Et moi, mes collaborateurs, ils savent, c'est un peu pareil. Quand tu es avec moi, tu dois être versatile. C'est ça, d'un point de vue talent, tu dois pouvoir t'adapter à certaines choses. Évidemment, il y a des tâches techniques qu'on ne va pas te confier. Forcément. Il y a des techniciens, il y a des postes techniques. Mais il faut que tu sois polyvalent et que tu mettes du cœur à l'ouvrage. Parce qu'on est souvent de grands passionnés. On ne fait rien à moitié. Rien. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et pour finir, c'est tout ou rien. Je voudrais que tu donnes 3 conseils à des personnes qui souhaitent entreprendre ou sont déjà en activité, ont commencé, des primo-entrepreneurs ou des aspirants entrepreneurs. Quels sont, au regard de ton parcours, qui commence à être quand même riche, ça fait pas mal de temps, là, quels sont les 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui se lance? Le premier conseil... Ou qui stagne, oui. Se connaître. Ah, on y revient. Chercher à se connaître permet de cadrer ce dans quoi on veut entreprendre, de se dire les vérités, de savoir pourquoi on veut faire ça, de définir en fait sa vision. Tu ne peux pas entreprendre sans une vision. Et la vision, elle est liée à toi intrinsèquement, vraiment à qui tu es, à ton individualité. Donc, il faut se connaître. Se connaître permet aussi de se préparer mentalement. Le deuxième conseil, la persévérance. Il n'y a aucun chemin, aucun choix dans cette vie qui n'a pas d'opposition. Même celui qui choisit de ne rien faire Bien sûr. a des obstacles. Absolument. Notamment la perturbation de son état mental, ses démons intérieurs, même l'inertie ne se fait pas sans opposition. C'est vrai. Donc, voilà, c'est important. Et le troisième point, t'entourer, mais de personnes qui te tirent vers le haut. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, si tu as conscience, si tu commences à avoir conscience que tu es le plus intelligent d'une pièce, change de pièce. Tout de suite. Change de pièce parce que tu vas stagner. Tu vas te détruire, tu vas détruire l'œuvre de tes mains. Et c'est pas ce qu'on veut. The show must go on. Donc, sache t'entourer. Mon père dit toujours, il faut toujours s'entourer de 4 types de métiers. Quelqu'un qui maîtrise la loi,
quelqu'un qui... Donc, bon juriste, toujours. Un bon juriste, avocat ou toujours, juge, whatsoever. Un bon médecin, un bon marketeur et un bon informaticien. Aujourd'hui, c'est plus que jamais nécessaire. Absolument. Et ce sont des paroles de sagesse de ton père que je vois. Savoir s'entourer. Ah oui, je suis totalement d'accord. Important. Et ce concept est très important. Moi, je l'appelle le cercle tracteur, qui pour moi, en fait, je visualise un cercle qui te tire vers le haut. C'est un contrat tacite entre des gens qui te tirent vers le haut et que tu tires aussi vers le haut. Absolument, parce que tu leur apportes quelque chose. C'est ça, exactement. Et la différence est nette quand tu passes d'une dimension où tu stagnes, où tu ne sens plus ton entourage, où tu ne te sens plus stimulé, où tu te sens incompris. Quand tu passes de cette dimension à une autre dimension, mais la différence est extraordinaire. Moi, je l'ai vu dans le développement de mes potentialités. J'ai juste regardé en arrière, je me suis dit, t'as perdu du temps entouré de personnes qui te tiraient vers le bas, mais ne s'en rendaient même pas compte parce que c'est ce qu'elles sont. Il faut même pas leur en vouloir. Il faut être juste reconnaissant d'avoir, comme on dit, changé de fréquence. C'est ça. Et aujourd'hui, d'avoir autour de toi des gens qui correspondent à cette fréquence-là et te tirent vers le haut. Vers le haut. Oui. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Régis. On retient donc qu'il faut avant tout se connaître. Ce sont les 3 règles d'or de Sarah pour finir. Ensuite, si vous avez pris le temps de vous connaître, il faut être persévérant. Parce que de toute façon, la seule chose qui ne soit pas aléatoire quand on est entrepreneur, ce sont les aléas. Et puis, pour finir, construisez-vous un cercle tracteur, un vrai groupe propulsif qui vous permette d'aller le plus loin possible. Merci encore à toi. Merci, Régis. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode de notre podcast. J'espère que vous avez eu votre dose d'inspiration et que cet échange avec Sarah vous a permis de rêver, d'oser, de créer déjà dans votre tête et que vous allez passer à l'action. Parce que vous connaissez notre triptyque, Rock. Il faut rêver grand. Il faut oser ensuite véritablement passer à l'action, se donner les moyens de le faire. Et il faut se créer un chemin, le sien. Pas celui des autres, pas celui qu'impose la société. Il faut se créer un chemin. C'est sur ces paroles que je vous dis à bientôt. En attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons. Soyons rock.